à M. Salomon pour nous présenter les sous-thèmes la place du numérique dans l'éducation alternative. Vous avez la parole. Merci. Moi, c'est Salomon Dianteza. Je suis le coordinateur de l'ONG Social, travailleur à la DGNF dans le cadre des centres d'apprentissage communautaire. Je vais juste introduire le thème la place du numérique dans l'éducation alternative. L'éducation alternative. Nous avons notre plan de présentation. Commençons par la définition de quelques concepts. Nous allons circonscrire un peu le concept. On va parler des opportunités par rapport à cette thématique, quelques défis, et enfin, nous parlerons des témoignages. En lieu et place de témoignages, c'est nos amis de Africatique, malheureusement, il n'est pas là, il n'est pas intervenu, mais il y a un programme par rapport à ça. Je crois que la DGNF va intervenir par rapport à son propre témoignage sur le numérique où on en est au niveau de la DGNF. Merci. Alors, nous avons la définition de... D'accord. Donc, quelques concepts, ça, parlons du numérique, parce qu'en ce qui concerne l'éducation alternative, en ce qui nous concerne, dans notre contexte, nous aborderons l'aspect, pour nous, le sous-secteur de l'enseignement pour donc l'alphabétisation, le rattrapage scolaire et les apprentissages. Alors, pour le numérique, il y a quelques définitions que vous pouvez aussi dire. Nous avons l'alphabétisation numérique, on parle aussi de littératie numérique. Ça désigne juste la faculté d'utiliser efficacement les technologies informatiques et numériques. Numérique et éducation. Nous parlons de la gouvernance et l'animation des acteurs, l'organisation d'ensemble des infrastructures informatiques, des équipements, des outils numériques et des ressources utilisées dans les activités pédagogiques et éducatives, ainsi que l'attention aux compétences numériques. Le numérique pour l'éducation, c'est pareil, numérique. Nous avons l'espace numérique de travail. Là, c'est quand même assez important parce que c'est le cadre qui va permettre vraiment à tous nos cadres, aux éducateurs, parents et même apprenants et élèves à accéder au monde informatique, monde digital. On peut passer. Alors, le contexte. Ailleurs, le numérique a commencé un peu plus bien avant. Mais chez nous, l'accent était vraiment mis à partir de la crise de Covid. Avec l'immobilisation, les gens étaient chez eux, il n'y avait presque pas de mouvement. Et à partir de cette crise, on a senti l'intérêt du numérique pour continuer à fonctionner, que ce soit au niveau des écoles et même au niveau des entreprises. Et c'est là où il y a la notion de télétravail qui est devenue. Alors, mais dans le domaine de l'éducation aussi, pour pallier aussi au problème de l'interruption du programme scolaire et assurer la continuité, il y a beaucoup d'échanges qui ont permis d'apprendre par rapport à l'accélération des usages numériques. Oui, donc il y a une accélération dans notre pays. Nous avons eu pendant cette période aussi, particulièrement au niveau de l'enseignement primaire secondaire. Durant cette période, on a même vu le ministre passer régulièrement au niveau de la télé, dispenser certains enseignements aux élèves qui étaient immobilisés dans leur
famille passée. Oui. Bon, donc ça c'est juste par rapport au digital. On parlait de l'ABC, maintenant il faut noter qu'on parle de D, digital ou numérique. Il y a d'autres termes de maîtrise numérique, mais ça on peut passer, les gens peuvent se... Alors, par rapport aux opportunités, les opportunités pour le numérique, il y en a. Nous avions vu, peut-être qu'on a changé la formulation, mais on a eu un ministère du numérique dans notre pays. Ça signifie quand même au niveau du gouvernement, au niveau de l'autorité, le numérique était une préoccupation et un domaine important pour le développement. Et nous notons aussi que dans notre pays, la couverture, ce n'est pas encore parfaite, mais le développement de la couverture de la téléphonie mobile et de l'Internet favorise quand même l'utilisation du numérique. Donc c'est une grande opportunité. D'autant plus que même dans nos propres centres d'apprentissage, beaucoup d'apprenantes et d'apprenants, presque la plupart, disposent d'un équipement mobile, un téléphone pour parler de manière simple, Android. Il leur permet, en lieu et place de l'ordinateur, d'entrer dans le monde virtuel, de se renseigner, de se documenter, des instruire aussi. Il y a la formation informatique dans notre pays aussi. Il y a beaucoup de centres, beaucoup de trucs où on dispense, on offre ces formations-là et à moindre coût. Ça favorise quand même assez que le numérique puisse être opérationnel, que les gens puissent l'utiliser de plus en plus sans grands moyens. Il y a la programmation de la numérisation des CRS aussi au niveau des affaires sociales. C'est une information que nous avons de l'année générale. C'est une grande opportunité en ce qui concerne notre sous-secteur. Alors, ça c'est juste les opportunités. Mais il y a quand même des défis par rapport au numérique. Le premier défi, c'est que l'on n'est pas en synchronisation. Mais je continue avec la machine. Donc nous avons la formation des éducateurs qui doivent acquérir des compétences dans les numériques. Sur le plan classique, il y a un certain nombre de compétences que les éducateurs, les formateurs devaient avoir pour que le numérique puisse être vraiment utilisé à bon escient, que ça puisse porter par rapport aux objectifs fixés. Parmi les défis aussi, pour accéder au numérique, au monde virtuel, il y a quand même une accessibilité financière, il faut les unités. Nous avons par exemple nous avons 2 centres d'apprentissage communautaire que nous avons dotés avec la connectivité Internet, mais il faut chaque fois alimenter, approvisionner en giga, comme on dit, pour que les gens puissent, les apprenantes, les éducateurs et la directrice puissent utiliser. Et ce n'est pas évident on sera toujours à mesure de disponibiliser des moyens pour qu'on puisse couvrir ces frais. Il faudra voir un peu par rapport à notre... Ça, c'est notre accessibilité financière. Il y a aussi la production et la diffusion de contenus et services innovants. Parce que, en fait, les gens peuvent utiliser le numérique, mais il faut qu'il y ait un contenu, les documents. Par exemple, au niveau de nos centres d'apprentissage, les éducateurs ont besoin d'utiliser les modules de la DGNR. Il faudrait que, à leur niveau, au-delà des mouvements physiques vers la DGNR,
qu'ils puissent, à partir de leur centre, ceux qui sont à Kimando, ceux qui sont en Andobarat à l'intérieur, qui ont leur connexion Internet, puissent accéder, consulter et au besoin télécharger les documents. Donc ça, c'est un travail de fond pour mettre à la disposition, pour numériser en fait tout ce que nous avons comme documentation. Nous verrons à la fin, dans les cas des témoignages, ce qu'il en est en réalité. Il y a bien sûr la disponibilité de l'énergie, ce sont des faits réels. Nous savons nous-mêmes aussi qu'à partir des équipements pour la connectivité Internet, souvent, quelquefois, pour certains, il y a ce problème d'énergie. Non, je suis déchargé, je dois aller me déplacer, il faut ceci, il faut les groupes, il faut d'autres énergies alternatives pour pouvoir. Ça, c'est un peu quelques défis que nous avons relevés. On peut passer au prochain lien. Oui, ça c'est par rapport aux enjeux. Nous savons que quand nous faisons la promotion du numérique, ça nous aide quand même à réduire un peu la fracture sociale. Numérique, pas social, numérique, on se voit là. Parce que l'accès avec des petits équipements simples, Android qui ne coûtent pas aussi cher, on peut accéder et ça permet de réduire la fracture numérique. Salomon, on vous accorde encore 5 minutes. Oui, je suis en train de terminer. Et ça permet de développer des compétences et des solutions éducatives durables. Parce que je crois que nous devons être conscients que je ne pense pas que dans 10 ans, l'éducation, la formation se donnera toujours de cette manière-là. Je vois que le digital prendra beaucoup plus de place et nous devons déjà nous préparer à cette situation-là. Et je crois que maintenant, le fond déjà. On peut passer. Alors ici, donc j'ai juste circonscrit un peu un cadre général, la problématique par rapport au numérique, mais nous allons passer au témoignage. Ce que nous appelons témoignage, il y a nos amis d'Afrique qui ont travaillé sur la numérisation des programmes scolaires. Au Gabon, il n'est pas discuté à ça, mais nous allons voir aussi au niveau de la DGNR qu'ils sont en train de faire de numériser les CRS, qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les perspectives et qu'est-ce qui peut être recommandé pour que à la prochaine réunion de l'année prochaine, que nous puissions voir les pas et les jalons que nous avons franchis. Si au niveau de cet espace, de cette plage de ce jour, on pourra dégager une ou deux recommandations, particulièrement à notre partenaire à Genève, qui puisse nous servir de guide, de feuille de route pour avancer par rapport au numérique. Je dis un merci, je repasse la parole aux amis de la Genève pour intervenir et faire le point par rapport à la numérisation dans leur secteur. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Cédric Mossiki, chef de bureau informatique à la Genève. Bonjour, c'est Bugens Kennedy et je vais vous présenter une plateforme que nous sommes en train de mettre en place qui va permettre aux établissements à travers toute la République et même à travers le monde entier de télécharger des contenus, des supports pédagogiques et anthropologiques qui sont élaborés par la Direction générale de l'éducation informelle. Et tout ceci est né du fait que nous avions à un certain moment senti le besoin, venant de nos centres, supports pour les envoyer en province et compte tenu aussi de l'accessibilité à certaines provinces. Il y avait ce mur qui se dressait devant nous, si je veux dire, et l'idée est née de mettre en place une plateforme en ligne qui va permettre à tous ces établissements, malgré la distance, de télécharger des contenus, de les imprimer s'ils le veulent et aussi de les utiliser pour l'enseignement de nos analphabètes et de nos apprenants.
Alors, je vais vous présenter la plateforme. Donc, là, oui. Là, par exemple, je signale que ça, c'est en ligne. Vous pouvez accéder au lien qui est inscrit là, vous verrez. Donc, il y a ici tous nos supports du rattrapage scolaire. Il y a le programme, il y a les modules, il y a les guides et tout ce qui va avec. Et c'est pareil pour le programme d'alphabétisation. Donc, tout est réparti par programme. Quelques petits soucis de connexion, mais sinon, c'est que nous voulions vous présenter, c'est la réalisation d'une recommandation qui nous a été faite l'année passée, celle de mettre en place une plateforme numérique qui va permettre à l'ANF d'être, je dirais, disponible en ligne pour la grande, je dirais, disponibilité des supports pédagogiques et andragogiques. Et elle sera bientôt lancée. Ça, on est encore à l'étape d'élaboration. Bientôt, la plateforme sera lancée. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Quant à moi, tout ce que le collègue a dit, on doit aller tout droit au but comment notre plateforme fonctionne. Et partant de cette plateforme que vous voyez là, nous avons déjà une interface utilisateur qui permet, regardez, l'interface utilisateur. Donc, il y a, si vous cliquez, vous tapez le lien de l'application, ça va vous amener sur l'interface utilisateur. Sur cette interface, vous allez introduire les noms de l'utilisateur et puis vous saisissez les mots de passe. Patientez un peu. Connexion. C'est la connexion, vous comprenez, c'est la connexion. Donc, il y a une interface que les administrateurs vont gérer. Sur cette interface, il suffit de taper les noms utilisateurs et puis vous saisissez le mot de passe, vous y accédez dans l'application. Une fois accédé dans l'application, comme Kenny a dit, vous allez voir, il y a une onglet qui va apparaître au coin là, c'est écrit tous les documents. Vous cliquez là, vous aurez toutes sortes de manuels, les annuaires statistiques, les guides des indicateurs, et d'autres documents comme les activités que nous faisons ici. On va poster ça dans notre site. Une fois fini l'activité, on va poster. Même le jour de la GIA, tout ce qui va se passer comme activité, on va poster ça. Ce n'est pas seulement au niveau local, c'est du point de vue aussi international. Partout où vous y êtes, vous pouvez accéder dans le site, voir les documents. Pourquoi nous avons créé ce site? C'est pour nos éducateurs. Le chef de village signalait qu'il ne restait que 2 minutes. C'est pas ce qu'on va dire bientôt là. Processus de le faire, on peut aller là où il y a l'attrapage scolaire, il peut cliquer là, vous allez voir voilà, ils sont des documents qui sont déjà postés dans le site. Comment lire ces documents? Vous pouvez lire les documents, vous pouvez télécharger les documents. Comment, par exemple, télécharger un document qui peut le faire vite? Une fois sélectionné les documents, les processus vont aller jusqu'à la fin. Les documents sont là. Au niveau des centres, chaque chef de centre, il peut télécharger ce qu'il a comme besoin de documents. Guide, manuel pour les apprenants. Nous aurons dans chaque province où on va implanter les administrateurs comme cadre et on aura la charge d'aider les éducateurs à avoir ces documents. Le manuel téléchargé et puis aider les gens à faire des recherches dans notre site de l'ANF. Les documents sont là, vous pouvez dire s'il faut télécharger, je pense qu'il faut montrer le processus de téléchargement, comment télécharger les documents. Voilà.
Les documents là, c'est déjà téléchargé, quand enregistré, et il peut ouvrir maintenant le document. Comme on n'a pas beaucoup assez de temps, nous pouvons nous limiter là. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue de la DGNF. Ma question portait sur le fait que, là, vous présentez dans l'application, en fait, il faut être enregistré, il faut un mot de passe, voilà, c'était la question de l'accès en fait à votre plateforme. Est-ce que ça veut dire que c'est un accès restreint aux personnes qui sont recensées comme travaillant dans un centre de rattrapage ou est-ce que ça peut être ouvert à tout le monde et qu'il suffit de se créer un mot de passe? Voilà, c'est ma question d'accessibilité aux données et aux documents. Ok, merci beaucoup. Nous pouvons prendre toutes les questions, puis nous accordons la parole. Ok, nous y allons. Merci pour m'avoir demandé. Moi, j'ai été ravie de savoir qu'il y a une plateforme en ligne qui doit être faite. Et donc, j'imagine que c'est pour ce qui concerne tous les apprenants au niveau de la RDC. En tout cas, moi, je l'ai compris ainsi. Et ma question, c'est de savoir comment se fera les coûts liés à la connectivité. Je m'explique. Généralement, pour avoir accès à cela, comme on l'a dit ici, on a besoin d'avoir la connexion. Et vous allez comprendre que généralement, les personnes qui sont sous mon mandat, c'est généralement des personnes qui sont déjà analphabètes, des personnes qui probablement sont vulnérables. Ce sont peut-être des personnes qui se retrouvent dans des endroits les plus éloignés où il n'y a pas tout simplement de réseau. Moi, je me dis comment vous pensez atteindre ce genre de personnes. Du fait que même l'accès à la connectivité demande de l'argent. Et c'est là que je l'ai dit parce que nous avons eu un projet pareil. Et le grand défi que nous appréhendons, c'est qu'après les projets, nous appréhendons beaucoup de savoir comment est-ce que le projet pourra aller en termes de continuation si il n'est pas pris et pas fait. Merci beaucoup. Oui, Madame Lavanda. Merci beaucoup. Juste une question, est-ce que dans la plateforme aussi on pourra accéder à la base de données pour savoir par exemple les nombres qu'on a déjà partagés hier pendant les premiers jours, toutes ces données donc, de DGNF en termes de nombre d'enfants pris en charge? Dernière question. Oui, au fond. Puis, déjà, je peux revenir. Oui. D'accord. Oui, moi je voudrais continuer dans la logique de la dame qui venait de dire à propos de l'accès à tout ce que l'on est en train de dire. Depuis le début, j'ai suivi les intervenants donc depuis hier et aujourd'hui. Mais je vois que non, le personnel concerné ici, ce sont des analphabètes. Alors, quand je suis en train de voir les en prenant en compte tout ce qui est document des ministères de l'Affaires sociales, ce qui est protection sociale, qui est pour les enfants de la rue et tout, avec la ISP, on peut toujours les mettre. Tout ce qui est comme normes standard, qui est au niveau de la DISP, du côté protection, on peut les mettre. Tout ce qui est comme études dans notre ministère, on les met. Les annuaires, tout. Donc, on va mettre la situation forme. Je ne sais pas inscrit. Donc, quand vous voyez, quand on quitte la plage éducation non formelle, là, on a mis autre. Dans autre, c'est là que nous allons commencer à loger tout ce qui est activité du ministère de l'Affaires sociales. Merci. Merci beaucoup. La toute dernière question, avant que nous accordions la parole au présentateur pour réponse. S'il y en a pas. Qui sont postés dans les sites sont des documents à version PDF. Le rôle
des administrateurs nationaux que nous sommes ici à la DGNF. Donc, partant des sites qui sont répartis sur l'étendue nationale du pays, vous ne pouvez pas modifier les documents. Tout ce qui est modification se fait au niveau national à la DGNF. Donner l'accès aux utilisateurs, c'est la DGNF qui octroie l'accès. Créer les utilisateurs, c'est la DGNF qui crée les utilisateurs. Donc, tous les sites sélectionnés, on a créé où il y a le device comme les utilisateurs. Donc, c'est la DGNF qui donne l'accès, c'est la DGNF qui modifie les documents. C'est la dernière question. Et la première question concernant l'accessibilité. Bon, l'accessibilité, c'est un site ouvert, mais il faut aller dans les centres de l'ANF. Et oui, lire les documents. Pour la deuxième question concernant la vulnérabilité, les enfants qui sont vulnérables, est-ce qu'ils auront l'accès au site? Oui, pourquoi pas? Parce que, et ils viennent au centre, non? C'est à l'intérieur de nos centres que lorsque l'enfant vient, la personne qu'on a mis au niveau du centre comme l'administrateur, lui, il va aider cet apprenant à télécharger les documents et puis lui donner ce qu'il a comme besoin. C'est-à-dire tout ce que les apprenants en ont besoin, il faut passer par nos chefs d'antenne qu'on va placer dans des provinces. Lui, il télécharge et puis il vous donne les documents. Je pense que pour que le site peut avoir quelque chose à ajouter, il peut s'orienter à ce fait. Soyez le plus bref que possible. Mais par rapport à l'espérance, je vais parler des centres. Dans le contexte où il y a des centres et que les apprenants viennent se ressourcer gratuitement, vous allez comprendre qu'il y a du personnel dans les centres. Comment vous pensez gérer ces personnes-là? Déjà, il y a des défis avec comment on appelle ceux qui enseignent dans la communication et des éducateurs. Oui, il y a d'abord ce souci-là. Comment vous pensez gérer maintenant, en plus de ce défi, comment vous pensez gérer ces personnes-là? Bon, déjà, j'aimerais signaler que nous avons 20 centres pilotes qui ont été d'abord dotés en équipement et aussi appuyés en termes de connexion Internet pour une année. Ça, c'est une étape pilote dans laquelle nous sommes actuellement. Mais les apprenants ne sont pas tellement ceux qui sont ciblés pour télécharger ces documents. Ce sont en fait les établissements. À un certain niveau, c'est vrai qu'il faut s'attendre parce que chaque centre ouvre mettre en place quelques moyens pour télécharger ces fichiers. Ils ne sont pas volumineux en plus. Ils peuvent être téléchargés avec un tout petit forfait. Et c'est beaucoup plus pour l'utilisation des éducateurs qui sont dans les centres qui vont utiliser ces supports pour la formation. Et en ce qui concerne aussi la base de données qui a été posée par Mme Mavaka, je crois, la question sur la base de données, il y a des annuaires statistiques qui sont sur la plateforme. Donc vous remarquerez là, dans dehors des supports pédagogiques et andragogiques, il y a des annuaires, il y a certaines ordonnances même, donc tout ce qui est lié à l'ANF, tout ce qui est document officiel, se retrouve sur cette plateforme. Et aussi, par rapport à l'accès des autres services posés par le chef de division, si les autres services qui travaillent dans le même sens que la DGNF pourront aussi accéder à cette plateforme, bien sûr qu'ils peuvent accéder. En fait, il faut... Si vous pouvez citer, s'il vous plaît. Oui, je chute. Il faut noter qu'il y a deux types d'accès. Il y a l'accès par les utilisateurs qui devront avoir le mot de passe pour se connecter, et il y a l'accès ouvert au grand public. C'est-à-dire que les 20 centres qui sont inclus dans ce projet pilote ont des identifiants, ils ont certaines choses qu'ils peuvent faire, mais de façon générale, tout le monde, même ici dans cette salle, tout le monde, même n'importe qui à travers sur la planète,
peut télécharger ces supports sur pédagogique et andragogique et dispenser des cours avec. Voilà. Bon, merci beaucoup. Il y a une sollicitation que je soumets au chef du village pour appréciation. Ok, merci beaucoup. Si vous pouvez acclamer les collègues pour l'aide. Merci beaucoup. Le modérateur du panel suivant, s'il est déjà dans la salle. Bonjour à tous. Ok, donc nous allons maintenant passer à une autre session. Et qui sera animé par deux experts, Eric Piano et puis Albert Banzani. Professeur, vous avez la parole. Merci de la parole. Que c'est une donc c'est une structure de l'UL, une structure de l'UNESCO, une organisation, n'est-ce pas, qui s'occupe de l'éducation tout au long de la vie. Et ici au Congo, ça fonctionne sous la houlette du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, secrétariat général des affaires sociales et chapeauté par la direction générale de l'éducation non formelle. RAMED et donc l'état d'avancement. RAMED, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est la recherche sur une des apprentissages en alphabétisation et alternative éducative. La première phase a commencé entre 2011 et 2014. Il y avait que 5 pays africains: Burkina Faso, Mali, Maroc, Niger et Sénégal. Après, il y a eu la deuxième phase depuis 2015. Autres pays, donc Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, RCA, République centrafricaine, RDC, Tchad et Togo. Donc au total, il y a au moins 5 pays qui sont impliqués dans la RAMED. Contexte. La RAMED, en appui de Wapiti Congo, intervient parce qu'il y a eu un constat. Les constats, n'est-ce pas, réalisés au niveau de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. On a trouvé qu'il y avait une opportunité pour la RDC. Nous avons également tout un volet consacré à la protection et à la prise en charge de groupes vulnérables, qui sous-entend l'offre de plusieurs prestations psychosociales et des réinsertions sociales, etc. Donc, ce qui fait que les budgets dont nous avons, le budget qui nous est alloué, par exemple, entre 2022 et 2024,
qui va à l'augmentation. Depuis 2022, nous avions un budget de 71 milliards pour les ministères enfants congolais. Nous sommes passés de 71 inclut l'alphabétisation et l'éducation non formelle. On est passé de 71 milliards à 117 milliards et en 2024, nous étions retombés à 65 milliards et je vais expliquer pourquoi. Et l'année 2025, la projection est de 99 milliards. Pourquoi je parle de ces là? C'est excluant hormis les ressources extérieures. Généralement, pour ce qui est des ressources extérieures, lorsque nous faisons l'exercice de budgétisation, on n'a pas toujours toute l'information et toutes les données sur les projections que les partenaires ont par rapport au sous-secteur qui est le nôtre. Et c'est le même problème pour les directions d'études et planification dans tous les ministères. Alors, parfois on fait simple. Dans les prévisions budgétaires, on ne regarde que les allocations budgétaires de l'État. Et c'est là qui est maîtrisé et c'est ça qu'on insère. Quelques secteurs seulement qui ont la maîtrise des données des partenaires insèrent les données. Par exemple, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation ont souvent quelques informations parce qu'ils ont des programmes stables et des programmes dans la durée. Bon, bénéficier des interventions ponctuelles. Vous voyez un partenaire qui vient pour réhabiliter un centre, par exemple, dernièrement avec les salles des derniers jours, ils vont réhabiliter et ça s'arrête. Ce n'est pas inscrit dans un programme pérenne, durable et étalé sur plusieurs années. Donc c'est ça la première difficulté de capter ces financements. Ensuite, l'autre message, c'est de voir en termes de nous essayons de faire des calculs de ce qui va à l'ANF. Dans ce moins de 1%, l'ANF n'a que entre 6,8 et 8,7% à l'intérieur de cette enveloppe de moins de 1%. Ça, c'est en termes d'allocation, de crédit. Mais en termes d'exécution, c'est tout à fait autre chose. C'est dans ce cadre organique. Maintenant, c'est la fonction publique qui doit nous aider pour qu'on puisse faire la relecture de ce cadre organique. Et de là, nous allons d'emblée directement valider et puis on va arriver à cette étape-là. Pour ce qui est de renforcement de l'enseignement à distance et autres, pour mieux s'adapter aux situations d'urgence, et pour assurer la pérennisation de l'inclusivité des populations défavorisées, y compris des réfugiés et des déplacés internes. Donc, la mise en œuvre est en cours. Donc, ici, avec l'ambassade de France, il y a un projet mis en œuvre en collaboration avec la Radio Okapi pour la diffusion des émissions et de modèles d'appui aux compétences langagières. Nous avons recruté un consultant, on a travaillé ensemble. D'ailleurs, Douglas qui est là aussi, qui est notre journaliste au niveau de la DGNF, il travaille pour ce projet-là. On est avec l'ambassade de France. Nous sommes ensemble, puisqu'on est, à chaque étape, nous sommes associés. Et puis, la direction générale de l'éducation non formelle, en son sein, il y a une direction de la mobilisation sociale et médias, organise des émissions et de modèles en 4 langues nationales, et en 4 langues et en français pour lutter contre l'analphabétisme. Ça, c'est au niveau de la direction. Nous avons cette activité, on le fait du lundi jusqu'au vendredi, c'est que la FNC diffuse des émissions en 4 langues et puis le vendredi les français. Bon, organiser les états généraux, ça c'est qu'on discutait hier avec d'autres amis. Donc nous devons faire des efforts comme il y a le nouveau gouvernement avec la maman ministre
nous allons voir comment nous pouvons organiser des états généraux pour voir quelles sont les forces et les faiblesses par rapport à notre sous-secteur où nous allons, tout ce que nous avons réalisé. Donc, il faut réunir tous les acteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui embrassent l'éducation non formelle. Nous devrons y arriver. Non réaliser un plan de la feuille de route est en cours d'élaboration. Les ministères plaident pour que les partenaires techniques et financiers s'impliquent à l'organisation de 10 états généraux. Et puis organiser la collecte de données statistiques dans les établissements de l'ANF et élaborer une cartographie des centres de l'ANF. Non réalisé, mais nous sommes en pourparlers. Nous sommes en pourparlers, je pense, avant d'y arriver pour la stratégie sectorielle de 2000 intermédiaire 2026-2030. Je pense qu'on a fait un plaidoyer avec l'UNESCO, avec l'espace. Nous attendons avoir un petit financement pour avoir des données, puisqu'il y a des ministères comme Affaires sociales, Enseignement supérieur, la formation professionnelle, il n'y a pas de données récentes, sauf au niveau de l'EPST. Il y a un plaidoyer avec l'espace. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour l'espace qui s'implique totalement par rapport à ça. Et puis, il y a aussi l'idée pour qu'on puisse pérenniser ça. On devrait avoir une structure nette qui devrait gérer tout ce qui est données statistiques dans tous les cadres de ce secteur. Les centres répartis aux besoins des 141 territoires avec PDL. Ici, donc, c'est non réalisé. Il y a 145 territoires, donc on devrait avoir 5 ministères. Nous avons introduit des projets et des projets. Nous attendons pour les projets de construction, réalisation, équipement, les centres inscrits dans les programmes PDL ne sont pas encore mis en œuvre. Et on avait recommandé aussi, on devait relancer les processus de récupération de quelques centres de la communauté de canton non formel spoliés. Mais ça continue, donc jusqu'à présent, donc, ça pose problème. On vient de mettre le centre de Guiriguir spolié, on vient de mettre le centre de Montafula. Donc il y a pas mal de centres, et les gens qui viennent, non, ils ont des documents, c'est pas d'où, donc ils récupèrent les centres. Même ici, dernièrement, vous avez vu même à la télévision, ici au premier riz, à la Fondation Marie-Antoinette, il y a un problème aussi. On a récupéré des centres, on a gagné le procès, mais on ne sait pas, on ne comprend rien du tout. Vous arrivez même ici à Imika, même moi, ça pose problème. Il y a un problème. Au niveau de Nord-Sud Kivu, Nord Kivu, le centre de Kalisibi, un grand centre qui avait à peu près 2000, 3000 apprenants. Quelqu'un qui s'irrigeait avec des documents, on a détruit le centre au détriment des autres personnes. Donc ça, c'est l'expoliation, c'est ce que nous devons maintenir avec maman ministre pour voir dans quel désir on pourra récupérer les biens de l'État. Donc ça, c'est un problème. Même au niveau de l'EPC aussi, c'est le même fléau qui entre pour spolier des écoles, des centres. On comprend rien. Donc c'est un problème sérieux. Donc la commission 2017 est mise en place. Les détails d'Atambo étaient ici hier, le monsieur est là, je ne sais pas. Il y a des détails d'autres aussi qui sont dans cette commission-là, par le moment, et pilotés par les ministres d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc je pense qu'on aura gain de cause. Obtenir une liste budgétaire pour l'organisation de l'enquête sur la recherche, action et mesures d'apprentissage du bénéficiaire du programme d'apprentissage à AMED, pour les personnes éducatives, comme un programme de réforme de l'ANF qui doit être adopté par les acteurs. Ici, lui-même était ici, donc il a bien dit, nous sommes en train de négocier
avec l'UNESCO pour l'enquête pilote. Nous avons aussi négocié avec l'ambassade de France qui a promis quelque chose par rapport à ça. Et puis, ça ne suffit pas. Nous allons voir avec d'autres partenaires pour réaliser d'abord l'enquête pilote dans le cadre de la Arama. Il y a certaines avancées par rapport à ça. Dans le cadre de la Arama, nous devons arriver dans les 35 000 $. On pourra réaliser l'enquête pilote. Bon, j'ai vu dans d'autres pays comme ils sont parlés dans 4 ou 5 provinces. Ils ont plus de provinces. Il y a des pays comme, j'ai vu Niger, je pense. Ils ont fait pour les 5 provinces. Et pourtant, nous avons 4 langues. Nous avons voulu qu'on puisse tester, faire l'enquête pilote. Congo, Lingala, Swahili et Achiluba, voire français dans les 5 langues. On va voir s'il n'y a pas possibilité de prendre 2 provinces et là maintenant pour jauger, voir les niveaux de questionnaires. Et puis de là, on va recadrer les questionnaires et pour arriver à l'enquête profonde. Créer une direction chargée de la mécanisation du contrôle des pays des indicateurs sociaux, conformément à la décision de la 40e réunion du Conseil des ministres tenue en date du 8 février 2022. Ici, effectivement, le président avait dit ça, mais nous devrons, la direction a été créée dans le nouveau cadre organique qui attend sa validation dans un prochain délai. Donc, ce n'est pas la direction qui doit gérer tout ce qui est personnel de l'AMF. Donc, normalement, on doit créer une direction qui doit s'occuper uniquement pour les pays des indicateurs. Nous avançons. On était à 28 indicateurs. Aujourd'hui, nous allons arriver à 68 indicateurs. Et le budget qui arrive, on peut arriver à 600 ou 700 indicateurs. Ici, la DGF s'appuie sur des types relatifs au financement innovant réalisé par le Connect RDC. Donc, ça aussi, c'est très important, le financement innovant, parce qu'on ne peut pas s'attendre seulement du gouvernement, communauté et tout. On peut créer des financements innovants pour soutenir l'éducation non formelle qui souffre de sous-financement. Dynamiser les cadres de concertation des acteurs du sous-secteur de l'AMF. Je pense ici, étudier la possibilité de la mise en place du cadre. Donc, je pense que dans cette année qui commence, nous devrons voir dans quelle mesure, avec la maman ministre, avoir un cadre de coordination pour voir toutes les interventions politiques, comment nous pouvons s'y prendre. En conclusion, le sous-secteur continue à militer pour l'augmentation du budget national, lui dédié, même aussi pour l'augmentation de l'appui des PTS. Par ailleurs, plusieurs autres activités ont été mises en œuvre par nos partenaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation très, très concise. Et avant le repas, on va voir si le repas est. On va profiter pour prendre des questions et commentaires. Le temps que le repas se. Le signal de repas. Plus maintenant 20 minutes. Ou un peu moins. Donc, que diriez-vous de nos patrimoines? Notre ministre avait plaidé au niveau du conseil de gouvernement. Il était entendu, l'option était prise au niveau du gouvernement de faire une commission interministérielle. Comme le ministre de la Justice, c'est lui l'avocat du gouvernement, on avait confié ça en charge du ministre de la Justice. Nous sommes dans une commission interministérielle, commençant par la primature et certains d'autres ministères. Aux affaires sociales, c'est moi qui conduis la délégation de 6 personnes. Il y a 2 directeurs, 2 conseillers juridiques du ministre, avec 2 avocats. 2 avocats. Vraiment, la plaidoirie a été bien adaptée.
Nous avons déjà avancé dans beaucoup de choses. Mais, comme les choses ont fait nous demandent traîner pour l'administration, mais sinon nous sommes déjà bien avancés. On a commencé avec l'ancien gouvernement, on vient de relancer aussi maintenant avec l'actuel ministre. Et l'actuel ministre est responsable de campagne, il est proactif. Il était même avec nous dans la salle, il a décidé que je dois tout faire pour récupérer le patrimoine de l'État. Vous voyez que nous, l'État congolais, ne perche pas les choses, parce que les immeubles de l'État n'ont pas de certificat d'enregistrement. L'État même se disait, il est l'État, il ne peut pas s'attribuer un document lui donnant la propriété du bâtiment. Avec cette difficulté, on a tenté de résoudre ça pour qu'on arrive à trouver quel est le document qu'on doit donner aux immeubles de l'État congolais. On doit pas me prendre un peu ce pas, on avait déjà récupéré certains immeubles, malgré vous récupérez comme, par exemple, à Kissi, ici, à Goma, la délégation était sur place, nous avions suspendu ce qu'on devrait faire pour retour. Par exemple, on avait tout détruit. Kassim, à Goma, il y avait une délégation qui était dépêchée à Goma. Il y avait même une autre délégation qui était dépêchée à Kisangani. Et dans toutes les délégations-là, les rapports qu'ils ont menés, on fait les rapports finaux au ministre de la Justice qui va pour les ramener devant les conseils de gouvernement. À toi de ce côté-là, on n'est pas marché d'œuvre, on va récupérer avec la force politique. Parce que nous sommes des techniciens, nous remettons aux politiciens. Ce sont eux qui sont les décideurs. Excellent. Merci beaucoup, docteur, pour ce détail. Et là, on a eu des débats pour dire il y en a qui sont recrutés qui n'ont pas le niveau, il faut les mettre à niveau. Et il y en a qui sont recrutés, qu'on va voir dans le troisième point pour pouvoir recruter, c'est améliorer et respecter le système de recrutement et des recrutements des éducateurs sociaux et des inspecteurs en élaborant les critères de recrutement et le profil des éducateurs et alphabétiseurs. Bref, dans toutes les disciplines de l'ANF. Donc ce n'est pas seulement pour les éducateurs dans les CRS, mais dans tous les domaines de l'ANF. Alors on dit que, on a fait un commentaire pour dire que normalement cette recommandation ne devrait pas revenir. Pour élaborer les critères, c'est un travail d'un jour, de 2 jours ou bien d'une semaine. Alors si ça revient, on espère que d'ici fin décembre, on aura résolu ce problème-là. On n'a pas besoin de revenir sur ça. La dernière recommandation, c'est la même chose que celle de l'année passée. Renforcer l'enseignement à distance et autres méthodologies pédagogiques mixtes pour mieux s'adapter aux situations d'urgence et pour assurer la pérennisation et l'inclusivité des populations défavorisées, y compris les réfugiés et les déplacés internes. On s'est arrêté à 4 recommandations. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Vous avez donc récupéré le troisième que devaient avoir les autres, donc on vous le concède en priorisant 4. Merci beaucoup pour le groupe 2. Observation, vous avez des questions, vous avez des observations, écrivez quelque part en attendant que le troisième groupe l'expose. Applaudissons encore pour le deuxième. Troisième groupe, le groupe gouvernance. Bien. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, nous allons maintenant commencer à chuter. Et pour ce faire, avant donc
la clôture solennelle de cet atelier. Nous allons prier Madame Laurence au nom comme des partenaires techniques et financiers à prendre la parole. Madame, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup. Je ne vais pas parler longtemps parce que je trouve que j'ai déjà beaucoup parlé ces jours-ci. Voilà, juste dire que justement l'ambassade de France s'adresse ici au nom du groupe des interbailleurs bailleurs de l'éducation et de la formation, dans laquelle JBF dans notre jargon. Et je suis heureuse de clôturer ces 2 journées en son nom autour du thème de ces ateliers et puis de la journée internationale de l'alphabétisation qui était promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Il me semble que pendant ces 2 jours, on a bien abordé toutes ces questions. Et dans du concret, on a eu des pistes qui nous ont été proposées et qui montrent comment l'alphabétisation peut être vraiment un levier pour l'inclusion sociale et comment les acteurs sont organisés pour maintenir des dispositifs d'accompagnement des populations vulnérables dans des territoires en crise, que ce soit à l'Est, que ce soit aussi des inondations, etc. La question d'avoir une réponse possible assez rapidement et cette organisation justement par les ONG, par la DGENF, etc. Vraiment, on voit vraiment cette organisation et cet engagement vis-à-vis des populations. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une stratégie qui est en cours d'élaboration, la stratégie d'éducation en situation d'urgence, et il me semble que cette stratégie qui est en cours d'élaboration permettra de donner un cadre plus structurant à toutes ces initiatives et à tous ces dispositifs innovants. Alors, quand je dis innovants, j'ai trouvé qu'effectivement, on nous avait montré certaines innovations. On a vu, par exemple, comment l'alphabétisation des parents pouvait soutenir l'éducation des enfants. On a vu aussi la mise en place de dispositifs mobiles pour éviter les ruptures d'apprentissage. On a vu comment, justement, la mise à disposition d'une plateforme numérique permettra aux éducateurs, aux cadres et au public en général d'accéder à des ressources pédagogiques en alphabétisation et puis aussi pour le rattrapage scolaire. Et puis on a vu aussi comment la réforme de la RAMAED peut aussi nous aider à construire le pilotage à partir des résultats d'apprentissage. Donc le fait de pouvoir poursuivre ce projet, cette réforme de récupération des données, de pilotage par les données, c'est vraiment important. Les propositions ont aussi mis en exergue des questions linguistiques. C'était vraiment le thème de l'alphabétisme. La recherche a montré que apprendre à lire dans sa Mais je peux si je parle, vous m'entendez? Oui. Parlez. Que ça passe pareil? Non, là, ça c'est un problème de batterie. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était que la recherche montre clairement qu'apprendre à lire et écrire dans sa langue, ou dans une langue que l'on connaît, c'est vraiment, facilite vraiment l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et d'ailleurs, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il semble même que les embryons, à l'intérieur du ventre de leur mère, construisent déjà des éléments de sens lorsqu'ils entendent les interactions qui se passent dans leur milieu. Ils ont repéré des sonorités, ils repèrent des variantes de la langue qu'ils entendent, et c'est aussi cela qui leur permet après d'entrer plus facilement dans le langage, dans l'écriture et la lecture. Donc on sent que vraiment s'appuyer sur la langue de l'apprenant pour l'initier à l'écriture, à la lecture et à la numératie, c'est vraiment quelque chose de positif pour l'apprenant. Cependant, on s'aperçoit aussi que
les variations au sein d'une même langue, les déplacements et les migrations des populations complexifient le développement de la littératie en langue nationale. On s'est bien discuté que ce n'était pas toujours simple à mettre en place. Et d'autant plus que l'objectif est d'arriver ensuite à lire et écrire et compter dans la langue officielle, qui est ici la langue française, mais qui pourrait être une autre langue. Aussi, certains projets ont pris en compte cette complexité et ils proposent des démarches qui intègrent les trois niveaux, le niveau local, de la langue locale, le niveau de la langue nationale et le niveau de la langue officielle, de façon à pouvoir ensuite développer cette littératie. Et ces approches sont vraiment des approches qui sont aujourd'hui vraiment développées par la recherche et ça permet de développer la littératie des publics vulnérables et en particulier des jeunes et des femmes. Alors, je vais m'arrêter très rapidement. Comment associer quand même l'enseignement supérieur pour développer la recherche sur ces questions? On a aussi abordé cette piste. Gratien nous a apporté des propositions assez précises sur cette question. Alors, il en reste une quand même qui est cruciale et qui a quand même pas mal occupé notre fin d'atelier, qui est la question des financements. L'alphabétisation, on sait que c'est un levier pour le développement économique, pour la compréhension mutuelle, pour la paix. Monsieur le directeur général l'a encore rappelé tout à l'heure. Et dans un pays où le taux d'analphabétisme est proche de 28%, comment est-ce qu'on peut le réduire sans mettre en œuvre des moyens financiers pour y parvenir et sans un effort significatif dans le domaine du recrutement, de la formation et de la rémunération des éducateurs? Voilà. Alors, nous, en tant que groupe interbailleur de la formation et de l'éducation, on va continuer d'accompagner, on choisit vraiment d'accompagner encore l'État congolais et en particulier donc, la Direction générale de l'enseignement non formel pour relever ces défis immenses et qui sont partagés et qui sont, on va dire, universels. Merci beaucoup. Nous allons de ce fait inviter Monsieur le représentant personnel de Madame la ministre de Madame la ministre des Affaires sociales et HTTP à prendre le mot pour clôturer notre atelier. Vous avez la parole. Travaux de réflexion, d'évaluation et de recommandations éditées lors de la journée internationale de la réflexion en 2015. Je vous remercie. Après donc ce mot de clôture, nous allons nous lever pour l'hymne national.
Merci. Action humanitaire et solidarité nationale, présidente de cette cérémonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, le membre du cabinet du chef de l'État. Mesdames et Messieurs, le membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs, le membre du cabinet du président du Sénat. Excellences, Messieurs les ministres représentants du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Excellences, Messieurs le ministre des Transports de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les chefs et corps du corps diplomatique. Chers partenaires, Mesdames et Messieurs de la société civile, chers amis de la presse. C'est avec un grand honneur et une immense joie que le protocole accueille dans cette salle où nous célébrons la journée internationale de l'alphabétisation, son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Bien avant cette grande célébration, cette fête de l'éducation, particulièrement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, qui prend en charge les enfants, les jeunes et adolescents déscolarisés et non scolarisés, ainsi que les adultes analphabètes, il a pris à son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales d'inviter les experts autour des partenaires techniques et financiers pour réfléchir sur les avancées enregistrées en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle pour son nom de bienvenue. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ici représentée. Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale. Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres de... Déceler des failles ou des faiblesses et reformuler des recommandations pour une nouvelle feuille de route, puisque comme vous le savez, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 est en cours d'achèvement. Pour ne pas abuser de l'agenda de l'autorité, je m'en vais très rapidement, avec l'autorisation de son Excellence Madame la Ministre, présidente de cette célébration, de présenter l'agenda
de la journée. Après l'hymne national et l'accueil du protocole, va intervenir le mot de bienvenue de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté. Et juste après ces vernissages, les acteurs clés du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle ont prévu un cadeau surprise à son Excellence Madame la Ministre, mais bien évidemment aussi à son Excellence Madame la Première Ministre chef du gouvernement. Nous allons profiter de cette occasion juste après le vernissage pour lire et remettre ces cadeaux venant des enfants, des jeunes et adolescents déscolarisés, non scolarisés, ainsi que des adultes analphabètes qui sont encadrés dans les sous-secteurs de l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Si le protocole est prêt, nous invitons autour de son Excellence Madame la Ministre, Monsieur le Ministre de l'Éducation de la ville-province de Kinshasa qui représente les gouverneurs en mission, Monsieur le représentant pays de l'UNESCO, Monsieur le représentant pays de l'UNICEF, Monsieur le directeur pays de l'ISAID, Madame la représentante de l'ambassadeur de la France en RDC, Monsieur le directeur général de l'éducation non formelle, Monsieur le CGAI, nous invitons également Monsieur le coordonnateur national des soucis de la dame qui a appuyé techniquement et financièrement cette activité. S'il vous plaît, les acrostiches. Oui, les cadeaux. Il y a des portraits maintenant de son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ainsi que pour la Première Ministre chef du gouvernement. Excellence, si on peut lire, on va décrire à travers cet acrostiche, on va décrire les noms Nathalie Aziza Mouna. Né N, né pour servir et être utile pour les multitudes et les nécessiteux. A, active et dynamique dans la société, la mère de tous les démunis. T, toute
son existence est une offrande à l'humanité par ses œuvres. H. Humanisme et passion de venir au secours sont là ses points forts. A. Âme empreinte d'une noblesse divine, son cœur est plein d'amour. L. Lumière qui éclaire le ténèbre de nombreuses vies abandonnées. I. Inspirée pour dédier le gros de sa sueur au front au profit des vulnérables. Et éclairée, éveillée, elle a compris que le bonheur est dans la charité. Je m'en vais vous dérouler Aziz. A. Améliorer les conditions de vie qui sont privées de tout soutien. Z. Zéler dans l'accomplissement des actions au profit des indigents. I. Intuitive et instinctive, elle sait voir la souffrance à partir du regard. Z. Elle a toujours été devant n'importe quelle circonstance de vie. A. Aimable, une femme altruiste qui a partout son cœur sur sa main. Mounana, maman de l'humanité, une figure emblématique de la société civile. U. Un parcours éloquent marqué par un engagement social significatif. N. Naturelle dans sa manière de vivre et elle l'est dans sa façon d'être. A. À rendre les autres heureux et à réduire les vicissitudes, elle travaille. N. Nombreuses et incalculables sont les actes de bonté qu'elle a posés. À son actif, une vision claire de la conviction et de la détermination. Voilà les déroulés de cette apostille faite à la réunion de son Excellence, Madame la Ministre. Avec votre permission, Excellence, on voudrait rapidement lire l'acrostiche dédiée à son Excellence, Madame la Première Ministre, Judith Kuluka Soumi. Première Ministre, chef du gouvernement. Les déroulés de Judith, J-U-D-I-T-H. Jaspe, c'est la valeur comparable à la personnalité qu'elle incarne. Une intelligence qui s'est accrue dans l'exercice mûri par les années. D. Dynamique imperturbable, rigoureuse, méticuleuse et pointueuse. I. Il y a dans son brillant et élogieux parcours un cheminement logique. T. Toute son existence est marquée par un engagement pour son Congo. H. Honnête, pétri de connaissances, de savoirs et de compétences. Toute une vie accédée aux postes clés jusqu'à la primature historique. U. Une femme habituée au travail et à toutes les pressions qui en découlent. Elle. L'implication dans plusieurs projets et différents cabinets l'a rendu mûr. U. Un cerveau garni et fourni, une valeur ajoutée, une femme de distinction. K. Qui pavite dans l'au-delà où elle veille et fière de la Ndona Soumino. A. Au progrès du combat de l'égalité des chances, elle est l'exemple parfait. Soumina. S. Son leadership transcendant défend une vision très élevée de la femme. Une vie équilibrée et globale qui considère tous les contours de la lutte. M. Mère, elle sait prendre en compte ses rôles capital et elle sait comprendre. W. Walter Scott, s'il l'était encore parmi nous, lui aurait écrit un roman épique. Il y a en elle un goût poussé des challenges, un appétit inassouvi des défis. Elle ne pourrait être la toute première femme chef du gouvernement congolais. A. Aux âmes bien-nées, les destins finissent toujours par s'accomplir splendidement. Il y a des portraits maintenant de son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale, ainsi que pour la Première Ministre chef du gouvernement. Excellence, si on peut dire, on va décrire à travers cette acrostiche
on va décrire les noms Nathalie Aziza Mouna. Née N, née pour servir et être utile pour les multitudes et les nécessiteux. A, active et dynamique dans la société, la mère de tous les démunis. T, toute son existence est une offrande à l'humanité par ses œuvres. H, humanisme et passion de venir au secours sont là ses points forts. A, âme empreinte d'une noblesse divine, son cœur est plein d'amour. L, lumière qui éclaire le ténèbre de nombreuses vies abandonnées. I, inspirée pour dédier le gros de sa sueur au front au profit des vulnérables. Et éclairée, éveillée, elle a compris que le bonheur est dans la charité. Je m'en vais vous dérouler Aziz. A, améliorer les conditions de vie qui sont privées de tout soutien. Z, zélé dans l'accomplissement des actions au profit des indigents. I, intuitive et instinctive, elle sait voir la souffrance à partir du regard. Z, elle a toujours été devant n'importe quelle circonstance de vie. A, aimable, une femme altruiste qui a partout son cœur sur sa main. Mounana, maman de l'humanité, une figure emblématique de la société civile. U, un parcours éloquent marqué par un engagement social significatif. N, naturelle dans sa manière de vivre et elle l'est dans sa façon d'être. A, à rendre les autres heureux et à réduire les vicissitudes, elle travaille. N, nombreuses et incalculables sont les actes de bonté qu'elle a posés. À son actif, une vision claire de la conviction et de la détermination. Voilà les déroulés de cet acrostiche fait à la de son excellence, Madame la ministre. Avec votre permission, Excellence, on voudrait rapidement lire l'acrostiche dédié à son Excellence, Madame la Première ministre Judith Toulouka Soumi. Première ministre, chef du gouvernement. Les déroulés de Judith, J-U-D-I-T-H. Jaspe, c'est la valeur comparable à la personnalité qu'elle incarne. Une intelligence qui s'est accrue dans l'exercice mûri par les années. D, dynamique imperturbable, rigoureuse, méticuleuse et pointueuse. I, il y a dans son brillant et élogieux parcours un cheminement logique. T, toute son existence est marquée par un engagement pour son Congo. H, honnête, pétri de connaissances, des savoirs et des compétences. Toute une vie accédée au poste clé jusqu'à la primature historique. U, une femme habituée au travail et à toutes les pressions qui en découlent. Elle, l'implication dans plusieurs projets et différents cabinets l'a rendu mûr. U, un cerveau garni et fourni, une valeur ajoutée. Je suis derrière ma montre. Je ne voulais pas faire de commentaires parce que tout a été dit. Ça me va droit au cœur. Parce que si je dois faire des commentaires, ça sera de tout ce que vous avez dit. Et je bénis le Seigneur parce que là, je suis Seigneur, c'est mon ADN. Et je tiens à remercier, malgré que la journée est fort chargée, c'est la première consiste. Aujourd'hui, c'est une journée très chargée pour la République. Nous avons conseil de ministre tout à l'heure, je suis en retard, mais je tenais à vous remercier, puisque vous pouvez nous dire et honorer votre présence pour cet engagement. L'alphabétisation, c'est quelque chose de noble, de combat, que mes partenaires sont en train de battre. Je tenais vraiment à les remercier pour tout ce que vous avez déjà fait, ce que vous êtes en train de faire et comment vous allez m'accompagner. Pour m'accompagner, moi je mets ça, je mets l'alphabétisation pour le vulnérable. Merci beaucoup et bonne continuité. Ce n'est pas parce que je parle que vous allez aussi partir. Et je vais vous suivre en live sur YouTube. Et merci beaucoup. Et dans une année, mais je crois qu'on aura beaucoup d'activités ensemble. Ce n'est que le début de quelque chose. Merci beaucoup de passer une bonne journée.
ndenge na yekoli na kompe koyekolisa bana na nga na ndako yango napesi alphalite merci yango nalingi natangela bino boyoka oyo nayekoli na alphalite natangela bino discours ya français. Au nom de tous les apprenants finalistes du programme d'alphabétisation des parents d'élèves, financé par le projet ISAID Apprendre tous ensemble, je prends la parole en ce jour de la cérémonie de remise des certificats pour vous exprimer nos sentiments de joie et de réjouissance et vous remercier est énorme. Plusieurs parents souffrent d'analphabétisme. À tous ceux qui le veulent, à tous ceux qui le peuvent, mettez votre main à la pâte et construisons ensemble notre grand Congo. Nous vous remercions, le gouvernement congolais, pour son soutien, pour son appui technique et le projet ISAID Apprendre tous ensemble, pour son soutien matériel, de votre soutien matériel, moral et spirituel que vous avez manifesté durant les 9 mois de notre formation. Depuis un certain temps, personne n'intéressé à éduquer des adultes, en passant à apprendre à lire, à écrire et à calculer, était seulement l'apanage des enfants. Alors que cela fait partie des facteurs les plus importants du développement d'une personne, quel qu'en soit l'âge, ainsi que de l'épanouissement d'une communauté. Les circonstances désagréables de la vie ont fait de nous des analphabètes. Et voilà la lumière a jailli dans notre vie quotidienne. Les projets ISAID Apprendre tous ensemble. Mpona kolakisa bino esengo monene mpe kopesa bino matondi mingi mpona lisungi monene oyo bolakisi biso na sanza libwa ya boyekoli na biso. Ntango ebele mutu moko te azalaki na likanisi ya koyekolisa baboti. Bakanisaki ete koyekola, kokoma na kotanga ezali kaka mpona bana bake. Nzokande yango ezalaki eloko ya motuya mpona bokoli ya moto mpe botomboli ekolo. Bamikakatano ndenge na ndenge na bomoi na biso esalaki biso bato batanga te. Kasi lelo pole ekoti na bomoi bwa biso ya mikolo na mikolo. Lisungi ya ISAID Apprendre tous ensemble eye kokombola bomoi na biso.
merci pour le respect des temps. Vous les savez, chers invités, Excellences, qu'en Afrique, la fête s'accompagne des danses. Bonjour à tous. C'est une chanson qui était conçue pour l'encouragement des jeunes et des femmes et encore des papas pour apprendre le métier. Bonjour madame, je m'appelle madame Béni. J'ai appris des petites notions. Je l'ai posé Isaïe, ATE, alphabet. Qu'est-ce qui s'est passé madame? Nous avons appris par des ça et c'est qui est monté en Afrique et je suis resté allongé. Oh ma chance que j'ai pu vous aider. Qui peut me donner un mouchoir pour arrêter l'hémorragie? Ça va? Mettez-le ici. Madame, monsieur, mon poids est au moins à la fais vite, on lève à l'hôpital. Fais vite, mon poids est au moins à la barre dans le bar. Allons-y à l'hôpital. Docteur, c'est un accident, mais nous avons arrêté l'hémorragie. Le reste, c'est à vous. Oh, mais c'est grâce à vous qui êtes en vie. Posez-les ici. Infirmière, faites vite. Prenez les signes vitaux, s'il vous plaît. Tension artérielle, faites vite. Madame, t'inquiète. Ça va aller. Faites vite. Tension artérielle. Fréquence respiratoire aussi.
ici. Alors l'école. L'école c'est 60. Impératif. 37. Alors, il n'a pas de diclofénac contre la douleur, c'est où? Faites vite, s'il vous plaît. Avec des sérums antitétaniques, des ampoules, s'il vous plaît. Faites vite, comme ne pas marcher la terre, avec des ampoules de vitamine C. Faites vite. Madame, t'inquiète. Vous avez déjà arrêté l'hémorragie? Il faut enlever ça, faites vite. Prépare les perfusions de l'angèle, faites vite. Ça va? Faites vite. Ici. C'est tout? C'est tout? Alors posez-le à tête plâtrée. Madame, faites vite. Faites. Il faut emballer. Faites vite. C'est tout ici? Alors si on réussit à Alphalite, nous sommes capables de secourir une personne en cas d'accident avec les premiers soins des secours, donc nous vous remercions. Laisser cet espace pour l'entrée des invités. C'est Yango Mabibiche. Nous invitons C'est Yango Mabibiche.
Mazé Bambolo Sandra. Social, action humanitaire et solidarité nationale, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, mesdames et messieurs les cadres de l'administration publique, monsieur le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est par ces petits mots du protocole que prend fin cette activité. Nous allons inviter la musique à entonner l'hymne national. Après cet hymne national, une série de photos sera prise ici devant l'école avec les officiels ici présents et ceux qui sont là. Tour à tour, le protocole va orienter pour la prise des photos et nous allons guider pour les cocktails qui a été offert par son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Et nous vous prions de vous lever. Mes chers compatriotes, à ce jour où le monde entier célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix », permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les Congolais, aux acteurs du secteur de l'éducation en général et à ceux du sous-secteur d'alphabétisation et éducation non formelle en particulier. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays, membres de l'UNESCO, s'est joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et de ses effets pervers. Par cette commémoration, notre pays répond à son engagement, notamment celui de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ce fléau qu'est l'analphabétisme. En effet, l'alphabétisation est un droit qui autonomise et favorise une culture de paix durable, fondée sur le respect de l'égalité, l'état de droit, la solidarité et la justice. Cette journée internationale de l'alphabétisation 2024 est l'occasion de joindre nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 qui stipule assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous paraphrasons son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Dans son discours d'investiture de 20 janvier 2024, je cite, « Ce nouveau quinquennat aura pour 5e objectif celui de garantir plus d'accès aux services sociaux de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle,
la gratuité de l'enseignement et le plan de développement à long terme de 145 territoires. Fin des citations. C'est dans cette perspective que notre gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ne ménage aucun effort pour développer avec les acteurs tant étatiques que non étatiques les programmes d'alphabétisation au profit de nos populations. Pour arriver à réduire progressivement l'analphabétisme, mon ministère a entrepris un certain nombre d'actions. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie pour le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle adoptée par le gouvernement de la République en novembre 2012 et intégrée dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. De la publication du rapport de l'étude d'un projet pilote sur les besoins éducatifs des enfants, des jeunes et des adolescents ainsi que les filles, les femmes et les adultes analphabètes en décembre 2022. De la publication du rapport de l'étude du diagnostic du Programme national de rattrapage scolaire du niveau primaire en mai 2023. De l'élaboration des supports pédagogiques pour les différents programmes de l'ANF. De l'élaboration de l'annuaire statistique d'alphabétisation et d'éducation non formelle pour 2 années consécutives 2023-2024. De l'actualisation et la distribution des imprimés de valeur à travers toute l'étendue. La mise en place d'une plateforme numérique dédiée aux activités et supports de l'ANF. Chers compatriotes, cette journée me permet, au nom du gouvernement de la République, de remercier tous les facilitateurs, tous les partenaires, toutes les organisations nationales et internationales qui opèrent dans le sous-secteur éducatif non formel. Il s'agit notamment de l'UNESCO, de l'UNICEF, du HCR, de l'USAID, de l'ambassade de France, l'ambassade de Grande-Bretagne, de l'ambassade du Canada, du projet AIT-USAID, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, du Watershed Canada, du projet Ilimuni Djibouya USAID, du FIT 360, de Susila Dharma. Pour terminer, l'article 44 de notre Constitution dispose clairement l'impérieuse nécessité pour l'État de mener une croisade contre l'analphabétisme. C'est ainsi que le pilier 4, dans son axe stratégique 4.2.1 du programme du gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tsholoka, chef du gouvernement, évoque la poursuite et le parachèvement de la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, que vive la Journée internationale d'alphabétisation. Je vous remercie.